Nous sommes à Cordoue, sur les rives du Guadalquivir. En 711, les troupes arabes sont massées sur la rive opposée du fleuve. Ils font le siège de la ville depuis 3 mois. Cordoue, à l'époque, est tenue par les Visigoths. Ce matin-là, les Arabes décident de passer à l'attaque, s'engouffrent sur ce pont et prennent enfin la ville. C'est ainsi que commence 7 siècles d'occupation arabe de la péninsule ibérique, avec la création d'Al-Andalus. À son apogée, Al-Andalus englobe les villes de Tolède, Grenade, Séville et surtout Cordoue, qui devient la capitale de ce vaste territoire. Cordoue est d'abord rattachée au califat de Damas, en Syrie, dirigé par les Omeyyades. Cette dynastie se fait renverser et massacrer en 750. Le seul survivant va alors fuir jusqu'à Cordoue. Il s'appelle Abdelrahman Ier et fonde ici un État autonome. Cordoue grandit et s'embellit. La cité devient l'un des foyers les plus brillants du monde musulman. Les philosophes, Averroès et Maïmonide, y voient le jour. Les habitants de Cordoue vont rapidement s'adapter à un nouveau mode de vie aux influences arabes. Il est 9 h du matin. Les Russes sont encore calmes. Les Cordouans se préparent à l'un des événements les plus importants de la ville. Chaque année, pendant les premières semaines de mai, certains habitants ouvrent aux visiteurs la cour intérieure de leur maison, leur patio. Ces cours existent dans les villes méditerranéennes depuis l'époque gréco-romaine. Mais les musulmans vont faire de cet espace un lieu de vie incontournable. Avec un point d'eau et des murs agrémentés d'une végétation fournie. Tout est fait pour apporter de la fraîcheur et se protéger des regards extérieurs. Dans le patio d'Araceli, les préparatifs vont bon train. Ya está. Échale a esas dos necesitan una poquita de agua y esta. Esa también necesita. ¿Ya? Venga. Ce qui est très important, c'est que c'est un patio où nous vivons au quotidien. Nous sommes 3 familles, celle de mes 2 filles et la mienne. Le patio, c'est le lieu où nous nous réunissons. Araceli et ses filles participent tous les ans à la grande fête des patios. C'est le système que nous utilisons habituellement. Mais ce matin, nous arrosons juste le plus urgent. Dans la nuit, nous prenons une autre échelle pour accéder tout en haut. Comme ça, nous pouvons arroser toutes les plantes. Les plantes ont besoin d'une atmosphère humide. Et avec tout ce monde qui va venir ici, la chaleur dégagée par la foule va les fatiguer. Araceli s'attend à recevoir beaucoup de visiteurs aujourd'hui. ¿Qué hora es? Pues las 11 menos cuarto. Buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Espera un momentito que enseguida le pasan ellos el ticket. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la mañana? ¿Lleváis mucho rato esperando? Un poquito. On peut ainsi accéder gratuitement à plus de 50 patios de Madre Cordoue. mía, veis mucha gente, ¿eh? Bueno, esperemos a ver lo que se dé lo mejor posible.
¿vale? Intentaremos que estéis a gusto. Venga, muchas gracias a todos. La singularité de cet événement lui a valu d'être classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Hola, buenos días. ¡Ay, qué bonito! Mira, ¿cómo las riegan en línea? Gracias, muchas gracias. Gracias. Près de 3000 personnes vont se presser chaque jour dans le jardin secret d'Araceli. Je crois que les visiteurs sont curieux. Ils veulent voir à quoi ressemblent nos patios et comment s'y passe notre vie. Le fait d'ouvrir sa maison à tout le monde, c'est quelque chose de spécial. En plus, ici, on décore nos patios d'une façon unique. À l'extérieur, la foule s'amasse dans les ruelles. Devant chaque maison, les files d'attente s'allongent. Il faut maintenant patienter plus d'1 heure pour accéder à un patio. Dans la maison d'Araceli, la tension monte d'un cran. Espera, para la silla de ruedas, espera. Que se aclare un poquito, que puedan andar. Son patio ne désemplit pas. Mais l'insouciance des visiteurs inquiète Araceli. No tardéis mucho en la foto, para que puedan entrar. Caballero, 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 eso no se puede hacer. Es que se destrozan un pelín. Caballero, es que no se puede meter dentro. Tengo puesta la silla. ¿Sabes qué pasa? Que le dan a las flores sin querer. Así la baba, así la baba que yo la vi. ¡Hasta! ¡Vámonos ya! ¡Ole, la gracia de Utrera! Vamos a salir. Todo eso hace un poquillo de que Ça m'angoisse un peu quand je vois tous ces visiteurs se jeter sur mes plantes pour prendre des photos. Ils ne se rendent pas compte que j'ai passé toute une année à les bichonner. Ce n'est pas pour qu'elles soient détruites en quelques jours. Pues vamos a salir, que cerremos, que también tenemos que descansar y comer. Au bout de quelques heures éprouvantes, Araceli retrouve enfin son havre de paix. À l'abri des regards, en famille, le patio retrouve son usage habituel. Ici, on peut se retrouver, on fait des anniversaires, des fêtes, et quand on a envie de se voir, on descend et les enfants jouent pendant qu'on discute. Je ne peux pas imaginer ma vie sans mon patio. J'ai toujours vécu avec mes parents. Ils avaient une maison avec un patio, des plantes. C'est ma mère qui s'occupait de tout et moi je l'aidais. Maintenant, ce sont mes filles qui me donnent un coup de main de temps en temps pour l'entretien. C'est un héritage. À l'époque d'Al-Andalus, un autre lieu tient une place importante à Cordoue, la mosquée. Nous nous rendons au cœur de Nadoum. Voici l'ancienne mosquée de Cordoue, construite par Abdelrahman Ier en 785. C'est devenu l'un des symboles de l'architecture de cette période. Un chef-d'œuvre absolu de l'histoire de l'art. La façade garde encore aujourd'hui des traces de cette période d'Al-Andalus, avec des inscriptions en arabe qui rappellent les différents piliers fondamentaux de l'islam. Ces traces, on les trouve aussi à l'intérieur, bien que cette mosquée
soit devenue aujourd'hui une cathédrale. Désormais, le bâtiment porte officiellement le nom de mosquée-cathédrale. Son histoire est double, à la fois catholique et musulmane. L'architecture de l'édifice répond aux règles de l'islam, avec son patio et ses nombreuses fontaines. L'eau est destinée aux ablutions rituelles. À l'intérieur, près de 900 colonnes soutiennent la mosquée. Chacune d'entre elles présente des détails particulièrement intéressants. Nous avons rendez-vous avec Gabriel Rebollo. Il est architecte. On se rend bien compte que pour la construction de cette mosquée, Abd al-Rahman Ier utilise des colonnes d'un ancien bâtiment romain. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Cela s'explique par l'une des passions d'Abd al-Rahman qui aimait collectionner les vestiges antiques. Seul problème, les colonnes romaines sont trop courtes et trop fines pour les grandes ambitions d'Abd al-Rahman. Cet édifice se devait d'être particulièrement imposant. Il s'agit quand même de la première mosquée d'Al-Andalus. Alors pour y arriver, ils vont avoir une idée brillante. C'est ce système des doubles arcs. L'arc du dessous stabilise la structure et l'arc du dessus supporte la toiture. C'est une idée géniale. Et c'est tellement malin qu'on va la reproduire au fil du temps sur tous les agrandissements du bâtiment. Pendant 2 siècles, les souverains andalous vont agrandir l'édifice. La mosquée va faire sensation dans le monde musulman. Gabriel nous emmène dans la partie majeure de la mosquée, le mihrab. Des maîtres artisans byzantins ont spécialement été envoyés à Cordoue pour le décorer. Dans la religion musulmane, cette niche indique aux fidèles l'orientation à prendre pour la prière. Toutes les mosquées sont normalement orientées vers la Mecque. À Cordoue, ce mur devrait donc regarder vers l'Est. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il existe une explication si belle et si poétique qu'il faut la raconter. Abd al-Rahman Ier aurait été tellement nostalgique de la mosquée de sa ville d'enfance, Damas, qu'il aurait alors décidé d'orienter la sienne de la même façon, c'est-à-dire vers le sud. Et donc, comme elle est disposée comme celle de Damas, elle regarde dans la mauvaise direction. Au XIIIe siècle, la mosquée est convertie en une cathédrale, consacrée à la Vierge. Les premières transformations sont discrètes. De l'autre côté du patio se trouvait à l'époque d'Al-Andalus le minaret, d'où le muezzin appelait la ville à la prière. La tour est devenue un clocher. Nous suivons Gabriel à l'intérieur de l'édifice. C'est le seul endroit où la façade de l'ancien minaret est encore visible. De l'extérieur, on a l'impression qu'il ne reste plus aucune trace du minaret. Pourtant, il est caché presque entièrement au cœur de ce clocher chrétien. On pourrait comparer ce bâtiment à une poupée russe. Quand on en ouvre une, il y en a une plus petite à l'intérieur.
En prenant un peu de hauteur, la vue est spectaculaire. Aujourd'hui, la cathédrale trône au-dessus et au centre du bâtiment musulman. D'ici, on peut très bien voir la toiture islamique qui est horizontale et posée par-dessus le crucifix de la cathédrale. C'est une manière extraordinaire de comprendre l'histoire complexe de ce bâtiment. Construit par des hommes de culture, de religion et d'époques différentes, mais avec un seul objectif, la prière. Au XVIe siècle, sous la pression du clergé, Charles Quint autorise la destruction de la partie centrale de l'ancienne mosquée. On y édifie à la place cette nef gothique. Mais en découvrant le résultat, l'empereur aurait déclaré amèrement « Vous avez détruit ce que l'on ne voyait nulle part pour construire ce que l'on voit partout. » Mais revenons 7 siècles plus tôt, bien avant l'intervention de Charles Quint, lorsque le bâtiment était encore une mosquée. À l'époque, grâce à son faste, les souverains andalous rivalisent enfin avec Bagdad. Cordoue est la nouvelle capitale du monde musulman. À la fin du Xe siècle, elle devient même la ville la plus peuplée d'Europe. Les marchandises fabriquées ici se vendent dans toute la péninsule ibérique. Un artisanat se développe particulièrement. C'est le travail du cuir. Dans cet atelier, on le sculpte, on le découpe, on le teint depuis plusieurs générations. Un savoir-faire millénaire. Cette technique est originaire de Libye. Elle a été introduite à Cordoue par les artisans musulmans. D'après Francisco José Rodríguez, la qualité de la peau, quant à elle, ne pouvait naître que sur ces terres, là où 3 religions ont cohabité. Les musulmans n'étaient pas autorisés à toucher la peau de cochon. Les juifs la peau d'agneau et les chrétiens avaient aussi leurs obligations religieuses. C'est pourquoi l'animal que les artisans ont choisi ensemble a été la peau de chèvre. Il en a résulté une peau d'excellente qualité par sa flexibilité, son imperméabilité et sa résistance. Ces cuirs ouvragés servaient à décorer les murs. C'est l'ancêtre du papier peint. Les peaux de chèvre vont également se vendre sans ornementation dans toutes les villes d'Al-Andalus et même au-delà. Pour bien souligner son origine, les marchands appellent ce cuir le cordoban. Il y avait une vraie demande pour ce cuir merveilleux. Les chaussures, les gants, on les fabriquait uniquement en cuir de Cordoue. Et en France, les artisans qui travaillaient le cordoban ont même pris le nom de cordonnier. À cette époque, les artisans de Cordoue pratiquent leurs activités en plein cœur de la ville.
là où se trouve désormais l'ancien quartier juif, aussi appelé la Judería. Au temps des Visigoths chrétiens, la communauté juive était persécutée. La nouvelle domination musulmane va changer la donne. Les Juifs doivent s'acquitter d'une taxe, mais ils sont libres de pratiquer leur culte et leurs activités. Au Xe siècle, on parle de l'âge d'or des Juifs de Cordoue. Sébastien de la Graciera est historien. Il connaît mieux que quiconque le passé de ces ruelles. Nous sommes ici dans un vrai labyrinthe. Tout le quartier juif est un labyrinthe. À cet angle-là, il y avait un cordonnier. Et à cet angle-là, quelqu'un qui travaillait l'argent. Et si on cheminait par cette rue, on se retrouvait nez à nez avec un boulanger. Le meilleur boulanger de Cordoue était juif. C'était un quartier vivant et surtout qui n'était pas fermé. C'est-à-dire qu'il n'était pas isolé par rapport à la ville. Il faisait partie du cœur de la ville. Nous marchons à présent vers la faculté des lettres de Cordoue. Elle aurait été bâtie à l'emplacement de la plus grande bibliothèque au temps d'Al-Andalus. Cette bibliothèque rassemblait une collection impressionnante, près de 400 000 manuscrits. Les manuscrits qui venaient de toute la Méditerranée avaient besoin d'une traduction, car ils étaient en grec, en latin. Et ceux qui connaissaient le latin et le grec à Cordoue, c'étaient les Juifs. Au sein de cette communauté, un homme aura une influence considérable sur Abdelrahman. Il s'appelle Asdaï bin Chaprout. Il est nommé médecin personnel du souverain. Fin diplomate et fidèle conseiller, il apporte aussi son aide dans les traductions. Asdaï bin Chaprout est chargé de recevoir un cadeau envoyé par l'empereur de Byzance au calife de Cordoue, Abdelrahman III. Ce cadeau, ce sont des volumes d'un ouvrage écrit par Dioscoride, appelé « De Materia Medica ». C'est le texte le plus important sur la connaissance de la médecine de l'époque. Dioscoride est un médecin grec du 1er siècle après Jésus-Christ. Dans son ouvrage, il décrit tous les médicaments utilisés à son époque. Asdaï monte alors une équipe pour traduire en latin et en arabe l'ouvrage de Dioscoride. Cette traduction permet d'offrir à toute la culture hispano-musulmane non seulement les connaissances de la technique médicale, mais surtout les bases de la grande pharmacologie andalouse. Toutes les connaissances de la pharmacopée naissent de cette traduction de l'ouvrage de Dioscoride. Grâce à ces initiatives, la civilisation musulmane redécouvre les plus grands ouvrages scientifiques hérités de l'Antiquité. Astronomes et géographes développent de nouveaux instruments de mesure des astres. Les mathématiciens posent les bases de l'algèbre. Ils apportent même en Europe la connaissance du zéro. L'héritage d'Al-Andalus se retrouve également dans les langues européennes. Algèbre, alchimie, hasard, ces mots arabes, comme 600 autres, sont passés dans la langue française. Au bord du Guadalquivir, les ingénieurs installent des moulins pour acheminer l'eau du fleuve dans toute la ville. Au Xe siècle, Cordoue est à son apogée. Elle est la capitale d'un vaste territoire, Al-Andalus, qui recouvre pratiquement l'ensemble de la péninsule ibérique. Aujourd'hui, elle reste le symbole de la cohabitation de cultures multiples
qui ont contribué à forger son étonnante identité.